Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de juin 2021. Au mois de juin, j'ai décidé de participer au défi de Maps Booktube qui est Mets du bleu sur ta palle. J'avais fait une pile à lire de 6 livres que j'ai réussi. J'ai relevé toutes les catégories que le défi comportait, donc je suis quand même vraiment fière de moi. Et en plus de ça, il y avait aussi le défi livresque estival qui est mon défi pour l'été. Et il y avait en juin, je lis autochtone, il y avait le Woman Up Challenge, le défi 12 mois, 12 BD de Bibliomaniac que je fais tout au long de l'année. Donc, il y en avait des défis, c'était pas un problème. Puis j'ai quand même réussi à sortir des défis et à lire un peu plus qu'est-ce que j'avais envie de lire dans le moment présent. Donc, c'est vraiment un excellent mois de lecture pour moi. 13 livres au total. J'ai lu, c'est dans mes meilleurs... C'est le deuxième mois où j'ai lu le plus de pages cette année. Vraiment des bonnes lectures que j'ai faites. J'ai eu énormément de coups de cœur dans ce mois-ci. Il y a 2 livres, je pense, qui m'ont moins rejoint, tu sais, que j'ai pas autant aimé que les autres ou vraiment pas aimé du tout. Mais en général, c'est un excellent mois, donc je vais vous en parler. On va commencer avec la poésie. Au mois de juin, j'ai lu un recueil de poésie qui est Bâton à message de Joséphine Bacon. C'est publié chez Mémoire d'Encrier, mais moi, je l'ai écouté sur l'application audio de Radio-Canada. La thématique du recueil de poèmes, c'est en fait la tradition inuite, là, les bâtons à message qui sont en fait des bâtons qu'on laissait pour les autres peuples nomades là, qui circulaient pour leur dire soit qu'on était passé, qui on était, un peu notre histoire en tant que peuple, qu'est-ce qu'on voulait transmettre aux autres. Une particularité, c'est que le livre audio est raconté par Joséphine Bacon quand c'est en Inuit. Et l'autre partie, c'est narré, mais je me rappelle pas c'est qui la personne qui le fait, mais en tout cas, la partie en français, c'est quelqu'un d'autre. Puis la poésie, on dirait que ça a vraiment une richesse. On se fait porter par ça. On dirait qu'on est comme dans un autre univers que ce qu'on connaît. Ça devient vraiment... c'est vraiment transcendant, genre, je sais pas comment dire. Tu sais, on dirait que tous nos sens sont éveillés quand c'est la voix de Joséphine Bacon. Mais bon, je dois dire que de la poésie que je ne lis pas, c'est difficile de garder les images fortes, là, tu sais, c'est un peu ça que je recherche quand je lis de la poésie. Je cherche un peu des belles phrases, puis c'est pas qu'il en manquait, c'est juste que je les ai moins enregistrées parce que c'était seulement audio, mais en tout cas, c'était une recommandation de Maps Booktube d'écouter le livre audio et je le recommande moi aussi, c'est vraiment une belle expérience, puis c'est gratuit, fait que ça vaut la peine de l'essayer, c'est 45 minutes, je pense, le livre, là. Fait que vous écoutez probablement des vidéos YouTube plus longues que ça. Fait que vous pourriez vraiment donner une chance à ce recueil-là. Pour moi, ça a été comme un 3.5 sur 5. C'est une lecture dans la moyenne parce que, justement, j'ai moins retenu de choses, mais pour l'expérience, c'était vraiment bien. Puis, j'en garde un bon souvenir, donc voilà. Maintenant, pour la section théâtre, j'ai lu 2 pièces de théâtre pendant le mois de juin. La première, c'est Alapi, Faire silence pour entendre quelque chose de beau. Et c'est un collectif d'autrices. Et je ne me rappelle pas chez qui c'est publié. Je l'ai encore une fois écouté sur l'application audio. Dans cette pièce de théâtre-là, qui est en anglais, en français et en Aimun. Ah, si je m'en veux là, de ne pas savoir comment le dire. La thématique de la pièce de théâtre, c'est l'environnement sonore, qu'est-ce qu'on entend quand on ne parle pas, et aussi le rapport du peuple Innu avec le sud du territoire, le sud de la province. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, le nord, le sud, vivre dans la nordicité. Puis c'est ça, je recommande vraiment d'écouter cette pièce de théâtre-là parce qu'à la base, c'était supposé être présenté, mais en tout cas, ce que j'avais vu un peu sur la Fabrique culturelle, c'est que oui, les gens auraient été présents dans la salle, mais c'était pas pensé avec une mise en scène et des déplacements, c'était vraiment audio, ce qu'on voulait créer comme pièce de théâtre. Donc, ça fonctionne vraiment en balado, là. C'est vraiment très réussi. Puis, justement, il y a comme de la musique, il y a des rythmes, le fait que des fois, il y a des choses qui sont traduites et d'autres non, dépendant de la langue. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Puis, ça m'a beaucoup fait réfléchir, justement, à mon rapport au territoire. Puis, l'autre chose, c'est
je trouve ça incroyable parce que ça revient aux origines de la culture Innu qui était une culture orale. Là, je sais qu'on peut lire le texte qui a été publié, vous pouvez lire le livre, mais c'est fait pour être raconté, puis à la base, la culture Innu, c'est ça, puis je pense que c'est pour ça qu'on les voit autant dans les dernières années. Ils ont beaucoup d'artistes, puis d'écrivains, d'écrivaines qui s'illustrent parce que c'est comme s'ils sont en train d'inscrire leur culture, de laisser une trace permanente, parce qu'avant, c'était toujours justement oral, puis ça se perd, puis là, il y a comme un sentiment de « on veut pas le perdre ». Puis je trouve ça vraiment intéressant à suivre. Puis en tout cas, si vous voulez m'entendre parler plus sur les lectures autochtones, parce que j'en ai quand même 4 là, à vous présenter aujourd'hui, j'ai fait un live avec Maps Booktube il y a 2 semaines que vous pouvez revoir encore sur sa chaîne si jamais là c'est confus ou c'est pas convaincant. J'en ai reparlé. Mais pour Alapi, c'est un 3.75 sur 5. Je recommande aussi l'écoute de ce livre audio-là, c'est vraiment bien. La deuxième pièce de théâtre que j'ai lue, c'était pour la catégorie Richardson's et filles. Donc, un livre qu'on pense qui va nous faire rire ou un livre qui va nous plaire, je pense que c'était ça la catégorie. Et moi, j'avais choisi de lire Bonne retraite Jocelyne de Fabien Cloutier, publié chez l'Instant Même. En fait, c'est l'histoire de Jocelyne qui prend sa retraite. Puis elle a invité ses frères et sœurs pour faire un petit party, un petit souper de famille. Puis leur annoncer sa nouvelle. Mais c'est un party de famille, donc il y a des conversations. Tu sais, les hommes parlent ensemble, les femmes parlent ensemble. Des fois, il y a tu sais, je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes allés dans un souper de famille, mais tu sais, des fois, t'es comme à la table, puis là, il y a ces 2 personnes-là qui ont un sujet de conversation, puis les 2 là aussi, puis là, il y a les 3 là qui parlent. Fait qu'il y a comme 3 conversations qui se passent en même temps, fait qu'on dirait que sa retraite passe dans le beurre. Puis là aussi, on se rend compte que ben, si elle prend sa retraite, c'est aussi parce qu'elle a le privilège de pouvoir la prendre, parce que un de ses frères, ben, il a un moins bon travail, c'est pas possible, c'est pas accessible pour lui la retraite avant encore quelques années. Puis ça va comme un peu gratter les bobos de la famille, voir les injustices, puis les rancœurs que certains peuvent avoir. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est un bon exemple de théâtre québécois contemporain. C'est souvent des thématiques qu'on voit depuis Michel Tremblay, même Gratien Gélina. La thématique de la famille est très présente au Québec dans nos pièces de théâtre, puis on le voit, on dirait vraiment qu'on est dans une pièce de Serge Boucher, là, si vous êtes vraiment amateur, amatrice de théâtre, c'est un peu le même style. Des espèces de conversations vides, mais qui critiquent justement le fait qu'on a des conversations vides à place de conversations profondes. La moitié de la pièce de théâtre, c'est un jeu de devinettes. Ils font des mimes là, où ils disent des « Ah, c'est une chanteuse! » Puis là, tout le monde nomme des noms de chanteuses. Mais comme il y a vraiment plein de choses à faire en montant cette pièce de théâtre-là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis parfait, Fabien Cloutier, là, c'est toujours comme ça avec lui pour moi. C'est comme, c'est drôle, mais ça fait mal un petit peu, tu sais. T'es comme, ah, c'est pas tant drôle que ça, tu sais. Au fond, là, c'est pathétique, puis ça fait réfléchir. Fait que j'ai vraiment aimé ça, Bonne retraite Jocelyne. Je pense que j'aimerais ça la voir en vrai pour vraiment, tu sais, justement, voir comment ils ont fait pour que les conversations soient compréhensibles, parce que je peux me l'imaginer, sauf que si je suis dans la salle, je veux entendre toutes les conversations, tu sais, je veux pas que tout le monde parle en même temps. Fait que ça, je serais vraiment curieuse de voir comment ça se passe, les actions derrière ça, parce qu'il y a vraiment pas de didascalie jamais, ou très peu, là. Fait que c'est ça, c'est assez libre pour le ou la metteur en scène de choisir comment que ça va être monté. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un 4 sur 5. J'ai vraiment envie de la relire un jour, ou peut-être même de prendre des petits extraits à travailler avec mes élèves plus tard. On passe maintenant à la section bande dessinée. Pour le défi livresque estival, j'ai choisi de lire une bande dessinée pour la catégorie Everybody is Bikini Ready. J'avais annoncé autre chose dans ma pile à lire, mais j'ai dû rendre le livre à la bibliothèque avant de le lire. Donc là, je me suis adaptée et je suis vraiment... j'avais un coup de cœur là, en regardant la couverture de cette bande dessinée-là. Je me suis dit, mon Dieu, on dirait qu'ils veulent vraiment que je le lise. Là. On dirait que je suis vraiment le public cible. Donc, c'est le guide de poche des identités queer et trans de Maddie G et J.R. Zuckerberg, et c'est publié chez Glénat. Donc, c'est en fait...
un guide, là, ça le dit dans le titre, mais c'est illustré comme ça, en rose, et c'est un escargot qui raconte un peu qu'est-ce que c'est, les termes, là, OK? C'est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire être pansexuel, par exemple. Et c'est dans un univers genre d'escargot, donc les champignons et tout sont vraiment à l'honneur, là, juste comme vous voyez ici, là. Il y en a vraiment partout. Honnêtement, c'était très intéressant. Tu sais, il y avait quand même vraiment beaucoup de concepts que je connaissais déjà, mais j'ai quand même appris qu'est-ce qu'étaient les cupiosexuels, les plasiosexuels, lithosexuels, autochoristes sexuels. J'avais jamais entendu ces termes-là. Je savais pas que ça existait. Mais c'est un peu ça que je cherchais. Je voulais voir c'est quoi les identités queer et trans, justement. Ils sont quand même c'est assez exhaustif. Mais ce que j'aime, c'est que, en fait, c'est une maman qui écrit ça parce que son enfant est trans. Puis, elle cherchait de l'information, puis elle n'en trouvait pas. Mais tout ce qu'elle trouvait, c'était comme des dépliants de bureaux de médecins ou de psychologues. C'était pas vraiment ça qu'elle voulait. Elle voulait comme quelque chose de coloré, puis qui expliquait, puis c'est ça, ce qu'elle disait, c'est pas que je comprends pas, c'est que je veux comme voir c'est quoi l'éventail de ce que ça veut dire être trans, puis qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à s'identifier, puis ça l'a remise elle-même en question, donc c'est vraiment... c'est destiné, je pense, pour des ados ou des parents d'ados, mais c'est tellement beau, là, à l'intérieur... les illustrations, là, juste ça vaut la peine de le lire. Il y a vraiment des conseils aussi à la fin. Quelques conseils de base sur les relations, tu sais, puis c'est se respecter, prendre son temps, mettre ses limites, donc toutes des choses comme ça. C'est le genre de livre qui doit traîner dans vos écoles, là, c'est sûr, parce que... Mais j'avoue que ça peut peut-être être un peu... gênant de l'emprunter parce que c'est vraiment écrit identité queer et trans en gros. Fait que tu peux pas comme subtilement dire ah oui, ça m'intéresse les champignons, mettons. Comme c'est ça le titre du livre, mais c'est vraiment intéressant puis c'est facile à comprendre là, vraiment. Donc j'ai adoré cette lecture-là, puis sérieusement, je compte l'acheter à un moment donné quand j'aurai un petit surplus d'argent. Je la trouve magnifique. Elle est vraiment très belle comme bande dessinée, fait que c'est un 5 sur 5. Pour la catégorie Mehdi Boussaïdan, qui était lire le premier livre qu'on trouve, puis là, moi, j'avais comme un peu triché parce qu'au moment que j'écoutais la vidéo de Maps, il n'y avait pas de livre proche. Donc, au moment de ma vidéo, je l'ai choisi, mais en fait, c'est Rien de sérieux de Valérie Boivin. Puis c'est publié chez les éditions Nouvelle Adresse. C'est aussi la bande dessinée que j'ai lue pour le défi de la bibliomaniaque. Donc 12 mois, 12 BD, il fallait lire une BD québécoise. Donc dans cette bande dessinée-là, on va suivre un personnage principal dont j'ai oublié le prénom, mais c'est pas trop grave. C'est une célibataire dans la trentaine et elle est à la recherche de l'amour. Puis elle va s'inscrire sur les applications de rencontres comme Tinder ou Bumble. Et c'est un peu... Qu'est-ce qui lui arrive, les dates, les gars qu'elle rencontre, puis comment elle vit les déceptions ou son espèce de désespoir qui commence à poindre. Là, est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui lui va? Je m'attendais à rire à quelques moments, à trouver ça comme un peu... Je m'attendais un peu à une chick lit, là, tu sais, à être comme ah, ben, ça va être léger, cute. C'était pas que c'était pas léger et cute, mais c'était pas original, ça, il fallait s'y attendre. Mais j'ai comme rien vécu en lisant ça. Les illustrations sont correctes. J'aime bien, moi, normalement, le style cartoon, sauf que là, je trouvais qu'il y avait peut-être pas assez de détails, genre dans les décors. C'était assez sobre. Puis le fait que ça soit en genre de gris, noir et blanc, tu sais, que ça a l'air d'être fait au graphite, on dirait que c'est un peu moins intéressant. Puis là, l'histoire était pas suffisamment intéressante ou philosophique ou, tu sais, on dirait qu'il me manquait vraiment des bouts pour triper, pour aimer ça, pour apprendre quelque chose, être transportée ailleurs. Là, j'ai juste vraiment eu l'impression que j'étais assise à côté d'une personne qui me raconte comment ça va, sa vie amoureuse, mais une personne que je connais pas, fait que j'ai très peu d'intérêt à savoir comment ça se passe, comme... C'est ça. C'est un 2 sur 5 pour moi.
ça vous intéresse de lire une BD sur le célibat, les rencontres Tinder, ben c'est pour vous. Ma première déception du mois, là, je m'avais quand même l'impression que ça serait vraiment bien. Finalement, c'était pas totalement... Ça n'a pas atteint mes attentes, mais il y en a une autre qui s'en vient, là, donc je disais que ça avait été un bon mois de lecture, mais c'est ça, il y en a deux que j'ai moins aimé. Quatrième BD dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Le Petit Astronaute de Jean-Paul Ed et c'est publié chez La Pastèque. Le Petit Astronaute, c'est le frère de Juliette. Juliette, ils ont quand même une bonne différence d'âge, comme 4 ou 5 ans. Puis Tom, quand il va naître, ben il va pas être un enfant comme les autres. Il va avoir, on va découvrir un peu plus tard qu'il a une paralysie cérébrale. Donc, il va pas vivre sa vie comme les autres enfants. Puis Juliette, ben, elle va nous parler un peu de sa relation avec son frère, avec ses parents, puis de comment elle a vécu ça. On a des allers-retours avec le passé et le présent, donc comment c'était quand elle était avec sa famille, puis comment maintenant elle se sent par rapport à ses souvenirs. Puis c'est extrêmement touchant, j'ai pleuré en lisant ça. C'est tellement plein d'émotions, genre tu sens que les gens qui, tu sais, les parents, ils prennent pas le diagnostic comme « Ah, ben c'est correct, on va faire avec ». C'est comme « Non, ça vient avec un deuil, puis de l'inquiétude, puis oui, tu l'aimes ton enfant, mais ça reste que comme... Faut que tu digères la nouvelle, là. Tu peux pas juste comme l'accepter direct comme ça, là. » Puis même chose pour Juliette, il y a quelque chose d'un peu... Comment je vais... Tu sais, où ma place à moi dans tout ça? Tu sais, mon frère, il a vraiment besoin d'aide et d'attention de mes parents. Moi aussi, mais différemment. Genre, qu'est-ce que je peux... Et où ma place? Puis, honnêtement, les illustrations sont vraiment belles. Là. Je vous en ai montré quelques-unes, mais juste regardez la couverture, là, juste la luminosité et tout, là, je trouve ça vraiment beau. J'ai pleuré chaud de larmes à la fin. C'est un énorme coup de cœur, mais c'est crève-cœur. Là, je vous le dis, lisez pas ça dans un moment où vous êtes fragile parce que ça va vous achever. Okay? Mais pour moi, c'est un 5 sur 5. J'ai vraiment adoré Le Petit Astronaute. La dernière bande dessinée dont je vais vous parler, c'est le deuxième tome de la série Heartstopper, un secret de Alice Oseman et c'est publié chez Hachette Roman. Donc, on retrouve notre couple chéri, Nick et Charlie. Donc, le premier tome se termine au début... Ben, ils viennent de s'embrasser. Donc, quand le deuxième tome commence, ben c'est la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? OK, on s'est embrassés. Est-ce que ça veut dire qu'on s'aime? Là, Nick était pas... dans sa tête, il était pas gay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur son orientation sexuelle. Donc, il y a comme vraiment le cheminement à travers... ben pour Nick, là, il y a vraiment comme un cheminement à savoir c'est quoi son orientation puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis Charlie est là pour l'accompagner dans ses questionnements. Puis c'est aussi le début de leur relation. Donc, c'est vraiment comme... Ils sont tout le temps collés. Ils sont tout le temps en train de s'embrasser parce qu'ils s'aiment donc bien. Mais honnêtement, là, je vais vraiment... pas surprendre personne parce que tout le monde tripe sur Heartstopper, mais j'aime vraiment ça! Je trouve ça excellent, genre ça me donne des petites émotions, puis je suis comme « Oh, ils sont trop mignons! » Puis ça fait rêver pareil, tu sais, ils sont tellement cute, puis oh, c'est vraiment touchant, puis c'est ça, j'ai hâte de lire la suite, puis j'ai comme commencé à réserver à la bibliothèque tous les autres livres de Alice Oseman parce que j'aime vraiment ça. J'aime ce qu'elle a fait, puis je suis très curieuse. Fait que c'est sans surprise que c'est un énorme coup de cœur. C'est un 5 sur 5 pour moi. Puis j'ai le tome 3 un peu plus loin, là, dans ma pile à lire du mois de juillet. Ça va pas être long avant que je le lise. On va maintenant passer à la section romans. Dernière section de ce point lecture. J'ai lu 5 romans, donc quand même, depuis le début de l'année, c'est mon meilleur score, parce que normalement, c'est un peu moins que ça. Donc, je vais commencer avec ma première lecture, qui est Chuni de Naomi Fontaine, publiée chez Mémoire d'Encrier. Je l'avais mis dans la catégorie Louis-José Hood, qui est un livre de moins de 200 pages, et dans la catégorie Solstice d'été, qui est un livre de la littérature autochtone. Donc, c'est ça, j'avais à le lire pour plein de raisons. Puis aussi, j'en ai fait une lecture commune avec Maps Booktube pour le live dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo.
Donc, Shuni, en fait, c'est une longue lettre. C'est une longue lettre de Naomi à son amie Shuni ou Julie sur commencer à vivre dans le Nord, commencer... c'est qui sa communauté, comment ça se passe avec son gars. En fait, c'est la suite un peu de Manikanetich parce que quand Manikanetich se termine, il y a une nouvelle comme quoi elle attend un enfant. Et là, son enfant a à peu près 5-6 ans, donc pas mal qu'est-ce qui se passe après. Puis c'est ça, elle hésite à est-ce que je reste sur la réserve ou je retourne à Québec. Fait que là, il y a aussi ça, j'ai fait le choix de rester sur la réserve. Donc, il n'y a pas vraiment de fil conducteur à part qu'elle s'adresse à son amie puis qu'elle raconte un peu sa vie, mais oh my god, j'ai eu les yeux pleins d'eau, j'ai même pleuré à certains moments. C'est tellement doux, bienveillant. Je sais pas pourquoi ça me touche autant. Genre, je suis sans mots, en fait, devant ces livres. J'aime vraiment ça, ça me parle. Puis je peux pas dire pourquoi, puis je peux comprendre. C'est tellement inexplicable pour moi que je comprendrais si quelqu'un vit pas la même chose que moi avec les œuvres de Naomi Fontaine, mais moi, c'est comme mon go-to, là. Genre, je l'aime vraiment. On dirait que c'est une valeur sûre pour moi. J'apprécie énormément ce qu'elle écrit. Puis c'est ça, j'en ai vraiment beaucoup plus parlé dans le live, là, fait que je vais pas me répéter. C'est un 5 sur 5 pour cette lecture-là aussi, ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu un autre livre d'une autrice autochtone et cette fois-ci, c'était pour le Woman Up Challenge qui était de lire un livre écrit par une femme autochtone et j'avais choisi La course de Rose de Dame Dumont et c'est publié chez les éditions Anne Norac. Je sais pas si c'est Anne Norac ou Anne Norac qu'on doit dire, si jamais quelqu'un le sait, dites-le moi s'il vous plaît. Méchant coup de cœur pour ce livre-là. Rose, c'est une femme Cree qui habite sur la réserve en Saskatchewan. Je me rappelle pas du nom de la réserve, mais c'est vraiment pas grave. En fait, elle a 2 filles, une adolescente, une fille de 8 ans, et son mari, c'est un musicien, mais il est vraiment une merde, là. Tu sais, il est jamais là, il la trompe, tout le monde sait qu'elle est trompée, il est poche, là, il fait rien, il a pas... Tu sais, vraiment, là, c'est un boulet, là, dans sa vie. Puis l'histoire commence, puis elle le surprend en train de la tromper encore une fois, mais cette fois-ci, c'est avec sa cousine. Fait qu'elle trouve ça vraiment, vraiment ordinaire. La cousine de Rose, là, on s'entend? Fait que ça commence, puis elle est vraiment pas contente, fait qu'elle décide d'aller courir. Puis c'est ça, il y a comme... C'est une des thématiques qui revient, la course à pied, mais il y a aussi vraiment la famille, il y a la communauté autochtone, puis... à partir du milieu, il y a comme un côté fantastique qui arrive, là, qu'on voit pas venir, puis c'est vraiment bon, comme, genre, quand il y a la partie mystère, fantastique qui arrive, c'est vraiment de shit hits de fan, là, tout va mal, si tu défiles les pages, t'es comme, mais voyons, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vraiment adoré cette lecture-là. D'ailleurs, sur Instagram, je pense qu'elle a gagné ma lecture de juin, mais c'est parce que j'ai tellement fait des bonnes lectures en juin, c'est vraiment difficile de choisir, mais c'est un 5 sur 5, mais si je peux y mettre 5.5 sur 5, je le ferais parce que c'est vraiment excellent. C'est un peu long, mais il n'y a aucune longueur, là. Quand on le lit, là, ça se passe vraiment... Ça se lit vite, là. Tu sais, moi, j'ai le rythme, là, je lis à peu près 30 pages par jour quand je me force pas, là. Fait que... Mais ça m'a pris une semaine le lire, puis je lisais plus que 30 pages, comme ça défilait, là. Ça va vraiment bien pour le... C'est ça, ça se lit super bien. Vraiment excellent. Je veux lire d'autres choses de Dan Dumont. Je sais pas quoi vous dire de plus pour vous dire que c'est super bon puis que vous devriez le lire, mais c'est super bon puis vous devriez le lire. Pour la catégorie Véronique Cloutier, qui était de lire un livre dont on a beaucoup entendu parler, j'avais choisi de lire Rap pour violoncelle seule de Maryse Pagé, publié chez Lemiac Jeunesse. Je l'ai aussi lu pour la catégorie du défi Livresque Festival Barbecue du dimanche, qui était de lire un livre avec des secrets, famille, faux semblants. Famille, définitivement présent dans ce livre-là. En fait, c'est l'histoire de Malik, qui est un petit garçon qui vient d'un milieu pas facile. Quand ça commence, l'histoire, il va tenter de voler une carte cadeau de chez Subway,
parce que ses amis s'en vont s'acheter un sous-marin, puis lui, il a pas l'argent pour le faire, puis il trouve ça vraiment frustrant, fait qu'il décide de le voler pour pouvoir faire comme les autres, sauf qu'il va se faire prendre. Et la conséquence de son geste, ce sera qu'il doit faire des heures de travaux communautaires dans une maison de personnes âgées. Il va être jumelé à Marius, qui est un vieil homme, un peu ratoureux, un peu... c'est ça, tu sais, lui, il s'en fout un peu des règles, il vit sa vie, des fois il est impoli, des fois il fait à sa tête, tu sais. Mais il va vraiment se développer une belle amitié entre les deux. Marius va beaucoup aider Malik parce que Marius, lui, il a plein d'argent, puis il y en a comme trop, il sait plus quoi faire avec, fait que ça ne dérange pas d'aider Malik. Mais au-delà de ça, il va lui donner des compétences de travail. Il va vraiment l'aider. Et Malik, ça va vraiment lui faire du bien d'avoir quelqu'un dans sa vie qui reste, qui est là, qui est solide, parce que tout tourne autour de lui vraiment vite. Donc, c'est pas mal ça, mais c'est vraiment super bon, super bien écrit. Ça se lit vraiment vite, c'est un roman jeunesse. Et Marius, quel personnage adorable et détestable à la fois. J'ai tellement ri, là. Il y a une scène qu'il s'allume une cigarette, puis il a pas le droit de fumer à l'intérieur. Puis là, il le met dans la fan, genre vers la fan, la hotte du four. Puis il est comme... C'est décrit comme s'il faisait genre... comme ça, là, pour que ça s'en aille. Mais juste comment c'est décrit, c'est sûr que c'est ridicule et hilarant, là, comme scène. Là. Genre, j'ai ri à voix haute à plusieurs moments à cause de Marius. Ça fait du bien à lire. Ça aussi, j'ai pleuré à la fin. Puis, tu sais, c'est vraiment court, là. Ça fait 150 pages. Puis, ils ont réussi à me tirer des larmes. Fait que c'est efficace. C'est un 5 sur 5, encore une fois, sur ce livre-là. Mais je vous dis, une très bonne recommandation. Encore une fois, c'est pas pour rien que le monde en parle autant. Maintenant, pour la catégorie Mélissa Bédard, qui était une super belle couverture, j'ai lu Mukbang de Fanny Demel et c'est publié chez les éditions... c'est Tête Première, mais c'est une collection qui s'appelle Tête Dure. En fait, on suit Kim, qui est une jeune... on la suit quand elle est préadolescente jusqu'à l'âge adulte, début de la vingtaine. Puis, c'est son rapport avec les réseaux sociaux, YouTube, vraiment, là, comment ça a évolué. Puis c'est fou parce que, tu sais, on avait... probablement le même âge au même moment, là, parce que ces références comme je les ai vécues au même âge, là, tu sais, elle regarde des clips, comme elle regarde en boucle, je pense que c'est Hips Don't Lie de Shakira, et j'ai fait ça, là, à 11 ans, genre, j'écoutais non-stop sur Musique Yahoo les vidéoclips du monde, là, genre, puis les vidéoclips qu'elle nommait, j'étais comme, ah oui, je me rappelle très bien ce qui se passe dans ce vidéoclip-là, comme, c'est ça, mais bon... Arrivée à l'âge adulte, elle va essayer de percer sur les réseaux sociaux. Puis comment qu'elle va trouver, ce sera en faisant des mukbangs, qui sont en fait un type de vidéo où les gens parlent et mangent en même temps. Mais elle va comme toujours repousser les limites, jusqu'à ce qu'il arrive un accident en fait. Puis après ça, pour l'autre partie de l'histoire, on va suivre comme les gens qui gravitent autour de Kim et de cet accident-là. Donc, je vais pas en dire plus parce que ça vaut vraiment la peine de lire, mais quelle découverte, Fanny Demel! Je suis vraiment tombée en amour avec son écriture. Je sais que c'est quelque chose, en tout cas dans ce que j'ai compris, l'obsession, c'est une thématique qui, elle, l'obsède, je pense. Elle revient vraiment souvent, puis c'est vraiment intéressant à lire. T'as l'impression de... En tout cas, moi, je me suis reconnue par moments, malheureusement, puis d'autres que j'étais comme... Non, mais là, ça n'a pas de bon sens, là, c'est comme complètement exagéré, mais justement, c'est de la fiction, là, tu sais, c'est un personnage qui est inventé, mais j'ai vraiment aimé ça. Une affaire négative, par exemple, mais je vais pas lui enlever de point, c'est qu'il y a des codes QR, mais il y en a vraiment beaucoup, là, dans chacune des pages, là, au début, tu sais, au début, là, il y en a, là, que c'est comme 4, là. Tu sais, ici, là, il y en a 3. Au début, je regardais chaque code, mais je dois dire que j'ai même pas lu 10 pages, puis j'ai arrêté de le faire parce que ce qui est souligné, souvent, le QR, il va expliquer un peu ce qui est ça. Tu sais, mettons, là, la page où je suis, c'est souligné contouring. Fait que si je scanne ça, ça va probablement être une vidéo de quelqu'un qui fait du contouring ou qui m'explique c'est quoi.
Mais moi, je sais c'est quoi. Fait, mais des fois, il y avait quelque chose de souligné, puis j'étais comme, ah, mais c'est quoi qu'il peut avoir derrière ce code QR-là? Fait que je l'ouvrais. Puis des fois, c'était intéressant, d'autres fois, ça servait pas à grand-chose. Je trouvais ça, honnêtement, un petit peu plus... tu sais, il y en a 4, là, ici, là. Je trouvais ça, des fois, plus dérangeant qu'autre chose. Mais c'était intéressant parce que, vu que ça parle de cyberdépendance puis des réseaux sociaux, ben c'était intéressant de tout le temps lâcher ta lecture pour aller sur les réseaux sociaux, voir qu'est-ce qu'elle dit, tu sais. Il y a comme quelque chose qui devient... qui joue avec le lecteur que j'ai vraiment apprécié. Mais... En tout cas, c'est pas grave si vous les regardez pas toutes, les codes QR, je pense. Mais j'ai vraiment aimé ça, c'est un 5 sur 5, encore une fois. Bon, je vais y aller avec ma dernière lecture du défi Mets du bleu sur ta palle, qui était la catégorie Roxane Bruno, donc le livre que j'ai le plus envie de lire. Puis je l'avais aussi mis dans S'mores sur le feu, dans le défi livresque estival, qui était de lire un livre qui combine 3 choses que j'aime. Donc c'est le 3e tome de la série Fanny Cloutier, ou L'été des grandes vérités de Stéphanie Lapointe, publié chez Les Malins. Premièrement, encore une fois, magnifique, là. Les illustrations sont... Chaque page est différente des autres. Il y a toujours un petit truc spécial. Je dois dire qu'il y en a eu peut-être un petit peu moins dans le 3e tome que dans le 2e. Tu sais, des enveloppes ou comme ça, là, justement, que tu dois l'ouvrir puis regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a comme... Il y en avait un petit peu moins dans ce tome-là que les autres, mais c'est pas grave, tu sais. Ça m'a pas fait moins aimer le livre parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à regarder. Voyons, je vais juste rentrer le... En fait, Fanny, à la fin du 2e tome, doit prendre un choix où est-ce qu'elle veut passer l'été. Je vous dirai pas quel est le choix, mais disons que ça va la mener à découvrir des choses sur sa famille, le choix qu'elle va faire, puis elle va enquêter là-dessus. Pas mal ça que je peux dire. Si vous connaissez pas déjà l'univers, ben Fanny Cloutier, c'est une petite fille, ben c'est une adolescente en fait, vraiment anxieuse, mais très... C'est comme... Dans le tome 2, elle est au Japon, puis il y a une de ses amies, mais qui est quand même qui est une grand-mère, qui dit que son nom, Fanny, ça veut dire tempête de neige, tempête de flocons, quelque chose comme ça, puis... Ça la décrit bien, là, tu sais, elle est comme très brouillonne, réactive, impulsive, tu sais, elle réfléchit pas toujours avant de parler, fait que ça lui ressemble pas mal, mais on est vraiment en plein cœur de l'adolescence, là, dans ses excès et dans ses douceurs aussi. Puis elle va vraiment reconnecter aussi avec son père, puis ça, c'est plaisant à voir parce que, justement, elle a pas... Sa mère est décédée quand elle était très, très jeune, donc... C'est important, je pense, encore plus qu'elle ait une bonne relation avec son père comme c'est son seul parent. Puis, ben, c'est vraiment touchant à la voir aller. À chaque fois que je lis un tome de Fanny Cloutier, je trouve que c'est le meilleur. Fait que, je sais pas si ça va faire ça avec le tome 4, mais lui, il était encore meilleur que le tome 2, selon moi. Fait que c'est un 5 sur 5. J'ai vraiment passé un bon moment avec Fanny. Puis j'ai déjà hâte à l'automne pour retrouver le tome 4, là, mon automne africain. Là, vous savez, moi, je lirai pas ça cet été parce que c'est écrit mon automne dans le titre, fait que je vais attendre. Et finalement, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu juste parce que ça me tentait de terminer la série. C'est Marianne, le tome 5 qui s'appelle À l'infini de Marie-Hélène Girard, publié chez les éditions Victor et Anaïs. Difficile de vous en parler sans vous spoiler, là, fait que spoilers. Si vous voulez pas entendre mon avis et le résumé de ce livre-là parce que vous voulez le lire, je vais vous aller au prochain timestamp, là, ça va bien aller parce que je peux pas en parler sans dire ce qui se passe. À la fin du tome 4, à la fin du tome 3, Marianne est enceinte, ok, mais elle a 16 ans. À la fin du tome 4, elle déboule les escaliers, elle tombe et se fait très très mal. Donc au début du tome 5, elle est dans le coma à l'hôpital. Et là, pendant 10 pages à peu près, parce que tout va très très vite, elle est dans le coma, elle entend les gens, mais elle peut pas réagir. Mais après ça, elle va se réveiller, puis genre 3 pages après, elle est rendue chez elle. T'sais. Fait que ça va quand même pas si pire que ça, genre avoir tombé dans les escaliers et avoir perdu son enfant. Mais c'est tellement sombre comme livre, là. Tu sais, je veux dire... c'est vraiment intense, l'accident qu'elle a vécu. Elle a été dans le coma à 16 ans, elle se réveille, puis là, son chum, tu sais,
elle pensait qu'il l'avait trompée, puis là, finalement, non, elle a pas... Mais là, elle a perdu son enfant, puis comme, c'est tellement des grosses émotions que c'est impossible, ça peut rentrer dans ça, là. C'est comme... impossible. Puis, tu sais, elle va pas bien, là, Marianne, là, elle va vraiment pas bien. Puis, les gens essaient de l'aider, mais on est vraiment tout le temps dans sa tête, puis elle, c'est comme, non, je veux pas en entendre parler, j'ai juste besoin d'être seule, j'ai juste besoin de penser à moi, mais comme, ça l'aide pas, là, genre, jamais elle va bien, là, dans le tome 5, puis là, elle va s'en aller dans un chalet, que sa boss va lui dire, gars, va au chalet une semaine, là, puis va déconnecter, ça va te faire du bien, non, ou 3 semaines, je sais pas trop, puis, rendue au chalet, elle va voir un beau gars, puis elle va tomber en amour, genre, de même, mais comme... Je ne peux pas concevoir, genre, comme, comment tu peux avoir vécu cette épreuve-là, puis ne pas être capable de, comme, t'adresser à du monde, pas être capable d'entrer en contact avec quiconque parce que t'es, comme, trop à l'envers, mais tomber en amour avec le premier venu. Littéralement le premier venu, là. Elle est dans un chalet, genre, il n'y a pas de voisins, puis elle le croise, puis elle tombe en amour. Je suis comme... Non, à Kent, là, je peux pas. Et là, finalement, il y a une blonde, ce gars-là, puis elle a toujours son chum, que c'est plus son chum, mais c'est son chum. Puis le chum, Philippe, va arriver et il va lui dire, hey, tu sais, le projet qu'on avait parlé, là, dans le tome 1, parce que, oui, toutes les énigmes sont fermées, mais jamais rappelées. Parce qu'il y avait sa sœur aussi qui était tombée enceinte en même temps qu'elle d'un viol. Mais elle parle plus à sa sœur parce que c'est trop difficile de voir sa sœur enceinte quand elle a perdu son bébé. Mais ça, je peux comprendre. Mais sérieux, là? En tout cas, c'est gros, là. Ah oui, Philippe, il la retrouve au chalet parce qu'il savait c'était où. Il a tout arrangé. Il s'est arrangé avec l'école, il s'est arrangé avec son travail, il s'est arrangé avec ses parents. À 17 ans, là, lui, là, il a comme tout géré ça. Là, il a tout pris contact avec tout le monde. Puis il a décidé qu'il partait en voyage dans l'Ouest canadien. Tu sais, elle est dans le coma d'un gros traumatisme crânien, probablement en dépression sévère. Puis lui, il l'amène à Vancouver, loin de tout le monde. En auto. Puis, en tout cas, ça finit qu'ils se font rentrer dedans par un camion. Il meurt! Il meurt à la fin. Genre, je me suis tapé 5 tomes pour qu'il meure à la fin. Genre, c'est comme... De qui on rit ici, là? De moi ou, genre, je comprends pas, là. Honnêtement, là, j'ai fini ce livre-là, puis j'étais fâchée, là. Mais genre, c'est mal écrit. Tu sais, ça va trop vite. Ça va pas assez dans les détails, ou ça reste vraiment tout le temps en surface, puis des affaires comme... Clairement, t'es triste, là. Clairement, t'es triste d'avoir perdu ton enfant, mais comme, tu dois ressentir autre chose, là. Genre, comme, est-ce qu'on pourrait parler, justement, du traumatisme crânien, comment ça se vit, genre, comment une personne qui sort du coma peut vivre, comme... C'est impossible, selon moi, que tu sois capable de juste, genre, reprendre ta vie, puis être comme, ah oui, je vais manger de la lasagne, j'aime ça, c'est mon repas préféré. Je vais descendre les escaliers, aller m'asseoir dans le salon, comme... Non! C'est pas réaliste pour moi, là. Oh, je suis tellement déçue, là. J'ai détesté ma lecture, vraiment, là. C'est comme un 1 sur 5, puis toute la série, elle vient de prendre le bord, là. Genre, c'est ça. C'est 1 sur 5. Je n'ai pas aimé du tout ce tome. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié mon point lecture. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires quel livre vous avez lu pour le défi Mets du bleu sur ta palle, ou pour en juin, je lis un livre autochtone, ou comment va votre défi livresque estival. N'importe quel défi, dans le fond, que j'ai parlé aujourd'hui. Faites-moi une petite mise à jour dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie, et on se revoit très bientôt. Bye!